C'est- je crois qu'on va commencer cette séance qui commence cet après-midi et qui s'occupe de la ventilation et du syndrome d'apnée de sommeil. Je laisse donc la parole à Dr Zahama pour présenter le premier orateur. Merci Jihen. Donc j'ai le plaisir et l'honneur de modérer cette séance avec mes amis Aïchaouia, Samahli, Shiraz et Jihen Ben Ammar. Donc en notre nom à nous tous, remercier donc, les organisateurs de la 6e rencontre franco-tunisienne et la Tuforcal de nous avoir invités et associés pour co-modérer la séance sur la ventilation. Donc la ventilation, le syndrome d'apnée de sommeil qui constitue une véritable maladie aujourd'hui parce que les complications, vous les savez, sont d'ordre ORL, d'autres cardiovasculaires et respiratoires. Donc ça mérite toute notre attention. Et c'est un plaisir donc d'inviter mon ami Montsar Mamouri pour nous entretenir à propos donc, du syndrome d'apnée du sommeil obstructif de l'adulte, intégrer la gestion du nez dans le parcours des soins. Tfadal, c'est Montsar. Merci Monsieur le Président, merci Mesdames les Présidentes. Alors, je voudrais dire que lorsque le comité scientifique m'a gentiment invité à parler de ce sujet, je pensais que j'allais avoir à parler d'un organe, d'un obstacle, d'un problème mécanique. Et je ne pensais pas que j'allais finalement un peu, si vous voulez, présenter un thème presque philosophique qui pose des problèmes. Donc, la place du nez dans la prise en charge du nez pose problème. Certains considèrent que le nez est central, d'autres, au contraire, pensent qu'il est tout à fait secondaire. Et en fait, c'est beaucoup plus nuancé que ça. En réalité, il y a un paradoxe, parce que comment expliquer, par exemple, qu'une petite obstruction nasale puisse avoir un effet très important sur une symptomatologie de syndrome d'apnée obstructive du sommeil ou sur un parcours thérapeutique. Ou au contraire, comment expliquer qu'une grosse obstruction n'ait parfois aucun effet sur l'état respiratoire. Alors en fait, il y a deux questions qui doivent se poser. Comment est-ce que le nez peut compter en matière de syndrome d'apnée du sommeil et surtout, comment l'intégrer utilement dans le parcours de soins. Et donc, pour présenter cette communication, je vais prendre un fil conducteur qui va être en fait un patient personnel. Il s'agit d'un homme qui va servir en fait d'illustration et qui va nous servir à tirer en fait les conclusions ou à nous amener vers les conclusions. Donc, il s'agit d'un homme de 52 ans qui présente un IMC de 26, donc pas très grave, avec un SAOS modéré, un index à 28. Et ce patient est appareillé par une PPC qu'il prétend porter pendant 4 à 5 heures par nuit. Malgré cela, c'est un patient qui reste fatigué, qui a des réveils nocturnes. Et donc, lorsque on l'interroge, on retrouve une notion de respiration buccale nocturne qui est rapportée par sa femme. On a une sécheresse buccale importante, nocturne aussi, et surtout des difficultés avec l'interface. D'ailleurs, ce patient s'est vu prescrire un masque oronasal d'emblée qui, à notre sens, est quand même relativement suspect. En général, on utilise plutôt un masque nasal au départ. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a raté chez ce patient? Effectivement, il s'agit d'un patient chez qui le diagnostic a été correctement posé. C'est un patient qui est traité, qui porte un appareil et qui, malgré cela, reste gêné. Et on va se rendre compte qu'en fait, à la reprise de l'interrogatoire, on retrouve une notion, tout à fait au début de la prise en charge de ce patient, on retrouve une notion d'obstruction nasale pas très importante, une obstruction modérée, qui est passée inaperçue et qui n'avait rien de spectaculaire au moment du diagnostic. Et lorsqu'on reconsidère le problème, on trouve effectivement qu'il y a ces signes qui s'associent, qui sont l'ouverture buccale nocturne, la sécheresse, l'inadaptation à la PPC. Et donc, on va reconsidérer le rôle de cette obstruction nasale. Elle va certainement avoir un rôle, direct ou indirect, on ne le sait pas encore, on le verra tout à l'heure.
Alors, pour répondre pourquoi une petite obstruction nasale peut provoquer en quelque sorte des troubles donc, au niveau de ce problème, il faut dire que nous avons affaire à un système instable. En effet, dans les années 90, on se rappelle tous, on opérait beaucoup de patients qui avaient des syndromes d'apnée obstructive du sommeil. On désobstruait, on faisait des élargissements d'oropharynx. On avait quelques résultats au départ qui étaient bons, mais on a constaté que les résultats s'estompaient en fait un peu avec le temps. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, il ne s'agit pas simplement, si vous voulez, de désobstruer un nez. Il faut considérer que nous avons affaire à un système qui est complexe. C'est un système qui est vulnérable et qui est susceptible de devenir instable. Alors, qu'est-ce que c'est que, concrètement, cette instabilité en matière d'apnée obstructive du sommeil ? Donc, ici, nous allons parler d'un cycle que vous connaissez probablement tous, qui est le cycle d'Ecker, qui résume cette instabilité. C'est quoi l'instabilité ? C'est tout simplement des phases d'ouverture et de fermeture qui se succèdent au niveau des voies aériennes supérieures. Et pour simplifier l'explication de ce cycle d'Ecker, on va donc donner un peu d'importance au CO2. Il n'y a pas que lui qui intervient dans ce cycle, mais enfin, pour simplifier, c'est un bon fil conducteur. Donc, il faut commencer quelque part lorsqu'on a un cycle. Donc, on commence par le collapsus. Que se passe-t-il au moment du collapsus ? Il y a bien sûr une hypoventilation. Et cette hypoventilation va bien évidemment être à l'origine d'une augmentation du CO2 dans le sang. Lorsque cette augmentation se fait, automatiquement, il y a donc une reventilation, une réouverture des voies aériennes qui se fait, parfois des micro-éveils, c'est-à-dire que le système respiratoire est stimulé. Il y a une compensation, si vous voulez. Mais malheureusement, cette compensation est excessive. Donc, elle va entraîner une hyperventilation importante, avec une baisse très importante de la CO2. Et qui dit baisse de la CO2 dit bien sûr une sorte de détente, si vous voulez, une sorte de décompensation, une sorte d'hypotonie musculaire qui va entraîner elle-même un collapsus et ainsi de suite. Donc on voit que le système, si vous voulez, dans le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, le système corrige, mais il corrige trop. Et c'est ça donc le problème. Alors, qu'est-ce qui peut agir sur ce système qui est vulnérable, qui est instable ? En son doute, le nez va pouvoir agir. Alors, le nez est en aucun cas responsable du syndrome d'apnée obstructive du sommeil, mais il va pouvoir exercer sur ce système vulnérable, il va pouvoir exercer une contrainte. Alors, cette contrainte va se faire de trois manières. Il y a trois mécanismes qui permettent de l'expliquer. Il y a d'abord le phénomène de la diminution de la pression pharyngée, c'est-à-dire une pression pharyngée qui devient de plus en plus négative. Et ça, c'est en rapport tout simplement avec l'augmentation de la résistance nasale qui fait que le sujet va inspirer de manière très forte. Et il y a à ce moment-là un phénomène de collapsus pharyngé qui se fait, un peu selon le modèle de Starling, c'est bien connu. Donc c'est le phénomène le plus important qui favorise donc le collapsus. Il y a un deuxième phénomène qui est non moins important, qui est le phénomène, si vous voulez, de l'ouverture buccale. Une ouverture buccale qui va entraîner une rétropulsion mandibulaire et donc la base de la langue va aller en arrière, elle va reculer, il y a un recul lingual et ce recul lingual qu'on voit ici donc, va comprimer la région et va favoriser le collapsus. Il y a une chose qui est très importante à connaître aussi, c'est que lorsque nous avons ce recul et cette fermeture, si vous voulez, les résistances des voies aériennes supérieures ont tendance à être multipliées, on dit par 2,5, ce qui est très important, et c'est ce qui renforce bien sûr l'instabilité. Donc ce sont les deux phénomènes les plus importants. Il y a un troisième phénomène que je dois simplement citer parce qu'il porte un peu à controverse, c'est l'effet neurosensoriel possible exercé par le nez, parce que le nez n'est pas un simple tube, c'est aussi donc un système qui est rempli, comme vous le savez, de capteurs de température, de capteurs de pression, et par un phénomène réflexe, par une action sur le tronc cérébral, ce réflexe, si vous voulez, va moduler l'état respiratoire. Donc c'est un phénomène qui, pour nous, en tout cas ici, est secondaire. On va s'intéresser essentiellement aux deux premiers.
Alors, il faut savoir que ce système vulnérable, ce système instable, répond à une notion d'individualité. On a un profil individuel de vulnérabilité, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas vulnérable de la même manière. Et là, nous sommes un peu embêtés parce que nous sommes amenés à parler de ça et à parler de la notion de seuil de décompensation respiratoire, qui est en fait une notion très abstraite et qui est très difficile à expliquer. Alors, la solution la plus simple que j'ai trouvée pour l'expliquer, c'est de parler de ce clown que vous voyez sur la photo. Imaginez que ce clown est debout sur ses deux pieds et qu'il les écarte un peu et qu'il est parfaitement stable sur ses pieds. Lorsqu'on va le toucher, rien ne va se passer. On peut même le pousser, il arrivera toujours à compenser. C'est pareil pour un système respiratoire. Lorsqu'on est loin du seuil, on dit que le système est bien compensé et donc même lorsque il y a une obstruction nasale importante, elle n'aura pas d'effet. Par contre, imaginez ce clown qui est sur un pied maintenant, avec l'autre pied qui est surélevé, avec les bras un peu écartés comme vous le voyez ici, qui est dans un état, si vous voulez, très instable. Et là, il suffit simplement de le toucher un peu pour qu'il tombe. Et bien, c'est exactement pareil. On peut imaginer ça pour le système respiratoire. Lorsqu'on a un seuil d'instabilité, lorsqu'on est loin du seuil, lorsqu'on est proche du seuil d'instabilité, il suffit d'avoir une petite obstruction nasale pour que cette obstruction crée de l'importance, c'est-à-dire provoque un problème. Donc, plus on est près du seuil, plus une petite contrainte va pouvoir compter, et c'est ça, en fait, ce qu'il faut absolument comprendre. Alors, bien sûr, cette variabilité individuelle va expliquer un peu l'existence d'un spectre clinique dans la symptomatologie. Ça veut dire que cette même vulnérabilité va être à l'origine de plusieurs expressions cliniques possibles. Vous les connaissez, on ne va pas les détailler. Il y a le ronflement primaire, il y a le UARS qui est le syndrome d'augmentation des résistances avec une difficulté respiratoire, avec une fatigue, avec des micro-éveils. Donc c'est un état qui est bien connu maintenant. Ensuite, on rentre dans le domaine des syndromes d'apnée obstructive du sommeil, qui peut être, comme vous le savez, léger, modéré à sévère. Mais toutes ces formes cliniques-là, toutes ces expressions cliniques relèvent d'une même vulnérabilité, c'est-à-dire qu'il y a un principe de vulnérabilité. Alors, ce qu'il faut retenir et qui est très important, c'est qu'il n'y a pas de progression entre ces formes. Un patient qui est ronfleur chronique, ronfleur primaire, va pouvoir rester toute sa vie ronfleur sans passer vers les étapes suivantes, comme il peut d'ailleurs passer. Ce n'est pas automatique. La progression entre les formes n'est pas automatique. Alors, revenons maintenant à notre patient. Donc, faisons une relecture de notre patient de 52 ans, je vous le rappelle. Lorsqu'on lui fait une endoscopie nasale, on ne trouve pas grand-chose. On trouve, en fait, bien sûr, c'est un patient qui se plaint d'une petite obstruction. Vous le voyez ici, c'est un patient donc, qui a été méché donc, avec de la xylocaïne. Donc, on a une rétraction, donc il y a une composante turbinale que l'on ne voit pas très bien ici, mais si on avait montré des images avant la rétraction, on aurait constaté donc, une hypertrophie turbinale bilatérale. C'est un patient qui a une petite, ce qu'on appelle, nous, un pied de cloison, et c'est un pied de cloison bilatéral, aussi bien à droite qu'à gauche, mais pas très important. C'est vrai qu'il intéresse la filière aérienne ici, respiratoire, mais bon, ce n'est pas énorme. Et donc, une vidéo, lorsqu'on fait donc une vidéo de cette fosse nasale chez ce patient, on constate... Alors, excusez-moi... La vidéo ne passe pas, mais quand on fait la vidéo, on constate qu'il y a un petit collapsus de la muqueuse nasale à la partie toute antérieure. Donc, c'est un patient qui présente une insuffisance de la valve externe. Donc, ce n'est pas énorme, mais il faut comprendre, donc maintenant on le comprend, qu'une obstruction, même si elle est modérée, il faut voir si elle compte chez ce patient. Alors, pour savoir si une obstruction compte, il faut bien sûr évaluer le nez. On commence par un interrogatoire qui est ciblé, on connaît tout ça, les caractéristiques d'une obstruction nasale. Il faut essayer aussi de rechercher les signes associés, comme par exemple une hyperréactivité nasale. On va bien sûr examiner la pyramide nasale. On est parfois chanceux de trouver une déviation nasale comme celle-ci, qui est visible, mais souvent pour voir une déviation, il faut faire une endoscopie. Et puis, il faut regarder bien sûr les ailes narinaires à la respiration et voir s'il n'y a pas donc un collapsus des valves. L'élément le plus important de l'examen clinique, c'est l'endoscopie que l'on fait sans et avec rétraction pour voir un peu la rétraction turbinale.
donc une petite déviation de la cloison qui ne gêne pas. On fait toujours les endoscopies au tube rigide parce qu'elles permettent de mieux voir une fosse nasale, de passer dans les coins et recoins. Et on complétera bien sûr la prise en charge de ce patient par une rhinomanométrie ou une imagerie au besoin. On pourra en discuter tout à l'heure. Donc, une fois que nous avons ceci, cela va nous permettre de qualifier le mécanisme avant de décider. Alors, pour notre patient, que dit le rapport PPC? Donc, il dit d'abord une première chose, il dit que la PPC est efficace, on le voit sur ce rapport, quand elle est portée. C'est-à-dire que, vous voyez les deux cercles verts ici, on a un index apnée-hypopnée résiduel qui est autour de 0, donc qui n'est pas important, et on n'a pas beaucoup de fuite donc, au niveau du masque. Donc la PPC est efficace quand elle est portée. Mais chez ce patient, on a une utilisation globale qui est insuffisante. Quand on voit donc la durée de sommeil supérieure à 4 heures, on est à peu près autour de 12%. Donc c'est un patient qui n'utilise pas son appareil. Et là, nous sommes en train de parler de l'action directe sur le nez, c'est-à-dire qu'ici, si vous voulez, le nez n'intervient pas au niveau du fonctionnement de la PPC, mais il fait en sorte que le patient ne porte pas son appareil. Donc il y a par exemple la bouche ouverte, la sécheresse buccale, tout ça fait que le patient ne porte pas suffisamment son appareil et il est gêné. Donc c'est une action indirecte du nez sur la PPC. Alors, le nez peut compter, mais à quel niveau? Eh bien, au niveau de 3 niveaux. Plus précisément, il peut compter au niveau de l'expression clinique du syndrome d'apnée du sommeil. Donc le nez ne va pas donner des apnées, mais il va être à l'origine d'une ouverture buccale, d'une sécheresse de la bouche, de micro-réveil ou d'éveil tout simplement. Donc c'est la première manière que le nez a donc d'agir. La deuxième manière, c'est celle que nous venons de voir, c'est l'action indirecte sur la PPC, c'est-à-dire que, si vous voulez, l'obstruction nasale va être à l'origine d'un certain inconfort qui fait que le patient ne porte pas son appareil. Et donc ça, c'est une action indirecte. Et nous avons maintenant l'action directe sur la PPC lorsque l'obstruction nasale provoque, si vous voulez, un problème au niveau, provoque de l'ouverture buccale, provoque une augmentation des pressions. Lorsqu'elle agit, donc parfois aussi, c'est très rare, sur l'index apnée-hypopnée, donc on peut avoir une action directe sur la PPC. Le fonctionnement de la PPC. Mais lorsqu'on a évoqué toutes ces hypothèses, il faut toujours garder, bien sûr, beaucoup de prudence, parce qu'en fait, généralement, donc, les causes s'associent. Alors, sur le plan de l'obstruction muqueuse, il faut, bien sûr, l'objectif, c'est de réduire la part du réversible. Alors là, je ne vais pas faire de classification complète de toutes les pathologies que l'on peut rencontrer, donc, mais on va dire qu'on va s'intéresser à ce qui nous intéresse en réalité, c'est-à-dire qu'on va dire qu'il y a des rhinites allergiques, des rhinites non allergiques, et on a une atteinte rhino-sinusienne chronique, incluant bien sûr la polypose. Il ne faut bien sûr pas oublier les pathologies tumorales bénignes et surtout malignes, qui posent des problèmes tout à fait différents, des problèmes de prise en charge différents. Alors, dans ces situations-là, il faut explorer le patient, il faut le traiter et il faut ensuite réévaluer. Donc, le traitement médical chez ces patients, dans le détail duquel je ne rentrerai pas, ce n'est pas le but de la conférence, le traitement médical aura servi, si vous voulez, à clarifier la situation. Et donc, on va avoir des patients chez qui donc, il y a une amélioration clinique au niveau de la respiration et au niveau de son état général. Donc, ce qui diminue, c'est la partie, si vous voulez, réversible, alors que chez d'autres patients, il va y avoir donc un problème qui persiste, donc une obstruction nasale qui persiste, et donc là, l'obstacle est à revoir. Et c'est à ce niveau-là que l'on peut donc penser donc, à réaliser un geste ciblé qui pourrait éventuellement permettre d'améliorer un peu la situation. Alors, lorsque l'obstacle est persistant, c'est-à-dire dans la dernière situation que nous avons vue, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un problème muqueux qui s'est organisé, qui répond peu au traitement, ou par exemple une hypertrophie turbinale chronique en matière de rhinite allergique, ou une polypose persistante, comme on l'a vu ce matin avec Semia, et la question d'un geste nasal dans cette situation peut se poser. Mais il faut garder une attitude très prudente. Pourquoi ? Parce que ce sont souvent des patients qui sont fatigués, qui sont en surpoids, qui ont une comorbidité, qui ont un parcours qui est lourd, avec souvent un port de PPC, souvent sous forme de masque, et donc qu'il est très difficile d'endormir, d'anesthésier, donc il pose problème, si vous voulez. Ensuite, il faut corriger juste, c'est-à-dire qu'il faut aller directement vers le problème nasal qui gêne, qui est à l'origine de l'obstruction, et ne pas faire plus.
Et enfin, il faut essayer autant que possible de préserver la fonction nasale. Et qui dit préserver la fonction nasale dit faire, bien sûr, être très rigoureux au niveau de la muqueuse et préserver le maximum de muqueuse nasale. Alors voilà quelques exemples en fait de chirurgie. Nous avons ici donc un patient chez qui on pratique pour une hypertrophie turbinale donc un traitement par radiofréquence. Donc avec donc une sonde de radiofréquence qui est implantée dans le cornet et donc l'énergie est délivrée à l'intérieur du cornet. Donc ça c'est la véritable nouveauté de ces dernières années parce qu'on ne touche pas à la muqueuse et donc en principe le traitement est très peu agressif et ça donne de très bons résultats. Là c'est le laser, donc ce sont des raies au laser que l'on constitue sur la muqueuse. C'est pas très agressif mais quand même un peu plus agressif que pour la radiofréquence. Et donc c'est à la... Si vous voulez, ces raies que l'on crée ici vont provoquer une atrophie du cornet et améliorer la respiration. Bon, là, c'est une petite diapo, mais je crois que les diapos ne passent pas, tout simplement pour dire qu'on peut faire aussi une cautérisation donc, à la bipolaire. Ça donne aussi des résultats qui sont intéressants. Au niveau du cornet, toujours, on peut faire bien sûr des turbinectomies. Donc là, c'est la classique turbinectomie, c'est-à-dire une résection partielle du cornet inférieur en cas d'hypertrophie du cornet. Donc actuellement, on a des techniques beaucoup moins agressives qui consistent à faire des turbinoplasties, c'est-à-dire on fait une incision, on enlève ce qui est là à l'intérieur et on laisse la muqueuse tranquille. C'est beaucoup plus, ça préserve beaucoup mieux la muqueuse. Ici, c'est un traitement de concha bullosa. C'est assez, on voit ça de temps en temps, c'est assez sympathique. Donc je crois que les diapos ne passent pas toujours, hein. Donc ce n'est pas la peine. Là, bon, je ne vais pas passer la diapo, mais je vais parler d'un sujet très simple. Ah voilà, ça passe. Donc ici, c'est une polypose nasopharyngienne que l'on voit ici, donc les gros polypes, et qu'on va traiter au shaver, c'est-à-dire qu'on va réaliser donc, avec cet appareil, donc le shaver qui va bouffer les polypes et qui va améliorer donc, la respiration. Je voudrais qu'on en discute tout à l'heure avec mon ami Semia, qui n'est pas d'accord, qui est pour la chirurgie, bien sûr, fonctionnelle complète, mais c'est un problème dont on peut discuter. Le shaver, ça permet de passer des étapes. Vous voyez donc une fosse nasale qui est parfaitement libre et ça peut, à un moment difficile du parcours thérapeutique du patient, l'améliorer considérablement et donc permettre de mieux voir l'avenir. On peut en discuter. Donc, avant bien sûr de traiter, il faut se poser la question. Donc, lorsque le nez pose question, il faut s'intéresser à ce nez. Donc, ça peut être des symptômes nasaux, ça peut être des difficultés thérapeutiques que l'on peut avoir. Et à ce moment-là, donc, il faut s'arrêter et il faut évaluer le patient par un interrogatoire cible, comme on l'a vu, par une endoscopie nasale et par des tests de décongestion qui sont importants parce qu'ils nous permettent de savoir ce qu'il y a de faire la part entre le réversible et l'irréversible au niveau du cornet. La première étape est généralement l'utilisation d'un traitement médical, après bien sûr exploration, qui va permettre d'améliorer la composante réductible. Bien sûr, on évalue le patient à un certain moment, et si c'est bon, si le patient s'améliore, ça sera toujours ça de gagner. Sinon, on va passer donc à si vous voulez, à un niveau supérieur, qui est celui de la persistance d'un obstacle, donc l'existence d'un obstacle qui persiste. Alors, cet obstacle qui persiste, ça peut être deux choses, ça peut être, comme on l'a vu, soit une muqueuse qui reste pleine et qui ne veut pas bouger, soit un problème mécanique dès le départ. On peut d'ailleurs arriver à l'obstacle persistant dès le début, donc on peut avoir un obstacle qui existe. Et donc à ce moment-là, quand on est dans l'obstacle persistant, il faut regarder un peu le bénéfice que l'on peut tirer du traitement de cet obstacle. Est-ce qu'il y a un bénéfice plausible? Et si le bénéfice est incertain, on a toujours la possibilité de s'arrêter et de réévaluer le patient. Il ne faut pas faire n'importe quoi au niveau du nez. Par contre, lorsque le bénéfice est attendu, et en général, nous avons un bénéfice attendu lorsque nous avons une obstruction nasale et que cette obstruction donne un retentissement et que ce retentissement est, si vous voulez, il concorde avec l'obstruction, à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, nous pouvons réaliser un geste ciblé au niveau de la fosse nasale. Mais il ne faut pas oublier que ce geste ciblé doit prendre en compte la charge globale du patient, donc en particulier l'obésité, en particulier des facteurs anatomiques, donc plein de facteurs à prendre en charge pour que le traitement soit cohérent. Et puis, bien sûr, il faut une information éclairée du patient pour qu'il participe donc au parcours thérapeutique. Voilà, donc en conclusion, il y a 4 points sur lesquels il faut insister. La nécessité d'abord d'un ancrage médical, ça veut dire que
D'abord, le syndrome d'apnée obstructive du sommeil doit être mesuré, sa sévérité doit être comprise et le traitement validé. Tout ceci doit rester au centre de la prise en charge. Ensuite, il faut changer un peu notre regard, puisque nous avons vu que le syndrome d'apnée du sommeil n'est pas seulement un phénomène obstructif à corriger, c'est aussi un équilibre vulnérable qui peut se déstabiliser, qu'il faut prendre en charge, et que cet équilibre est très individuel. Le troisième point, c'est qu'il faut replacer le nez dans cet équilibre. On sait que le nez est loin d'expliquer la symptomatologie du syndrome d'apnée obstructif, mais il faut bien étudier donc sa position et il a un impact réel. S'il y a une phrase à retenir, c'est celle-ci. Donc j'ai décidé de ne pas la lire, mais je vais quand même la lire parce que je la trouve pas mal. Le nez ne résume pas le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, ça c'est évident, nous sommes d'accord sur cela. Mais dans un système respiratoire instable, même une petite résistance nasale, et nous l'avons vu, peut modifier l'équilibre et il faudra donc savoir la prendre en charge. Merci. Merci Simon Sarr pour cet exposé clair, didactique. Donc la parole est à la salle. Je pense qu'il y a des questions à poser à Simon Sarr. Tfadl, s'il a certaines. Merci pour cet exposé. Je suis d'accord que l'ORL joue un rôle très très important pour pouvoir traiter un patient atteint d'un syndrome d'apnée du sommeil. Personnellement, je suis confronté très souvent à des patients, soit qui ont des allergies, soit qui ont des obstructions nasales, et j'ai du mal à mettre un masque nasal facilement. D'emblée. Et souvent, je mets un masque nasobuccal. Mais je vois dans les publications que le masque nasal doit être le premier à être utilisé pour le traitement de la PPC. Est-ce que des fois, quand on a une obstruction nasale, la personne a l'habitude de toujours respirer la bouche ouverte, par la bouche, surtout le soir, en mettant un masque nasal et en donnant un traitement, on finit par modifier le mode respiratoire du patient pour qu'il utilise son nez et on arrive à régler le problème. Et cela, par quel mécanisme la personne change sa respiration en respirant par le nez au lieu de respirer par la bouche. Merci. L'utilisation d'un masque nasal, c'est l'utilisation la plus physiologique. Malheureusement, elle n'est pas toujours possible. Et il n'y a pas que, si vous voulez, l'existence d'une obstruction qui puisse expliquer cette impossibilité. Il y a aussi d'autres choses. Par exemple, il y a des gens qui ont l'habitude de respirer par la bouche. C'est un phénomène comme ça pour eux, donc ils respirent surtout par la bouche. Des phénomènes mandibulaires qui font qu'ils respirent surtout par la bouche. Bon, maintenant, ceci dit, la respiration nasale est bien sûr la meilleure, mais le phénomène est, si vous voulez, il faut qu'il y ait une prise en charge qui soit évolutive. Quand on commence par un masque oro-nasal, on n'est pas obligé de garder ça toute sa vie. C'est-à-dire que si on prend en charge correctement le nez, la rhinite allergique, si on explore, si on traite un problème nasal, on peut améliorer les choses. Et puis ensuite, petit à petit, on peut sevrer le patient au niveau de sa bouche et le faire respirer par le nez. C'est arrivé, ça se voit, c'est décrit dans la littérature. Mais donc, il faut une prise en charge adéquate. Ça ne sert pas à grand-chose, parce qu'en fait, lorsqu'il y a des fuites, donc lorsqu'il y a on peut fermer la bouche, bien sûr, mais c'est souvent inefficace, il y a toujours des fuites. Hein. Il y a des systèmes de suspension mandibulaire, effectivement, ça existe. Mais bon, c'est un peu forcer les choses, et je crois que le mieux, c'est de voir un peu le fond du problème et de le traiter. Docteur Mohamed Turki. Merci beaucoup, professeur Mahmouri. Deux petites questions finalement. Vous avez parlé essentiellement de patients sous CPAP, votre patient par exemple est assez sévère et qui nécessite une CPAP. Mais ce qu'on remarque dans la pratique quotidienne, c'est qu'il y a des gens qui ont un syndrome d'apnée léger ou très peu, enfin légèrement modéré, et on ne va pas avoir de PPC, mais qui parfois le traitement nasal va améliorer leur état. Qu'est-ce que vous en pensez vraiment? Oui. Deuxièmement, la petite question anecdotique, certains patients, c'est rare, disent que la PPC parfois
ils se sentent mieux pour le nez. Le nez, il est débouché un peu par le PPC, probablement à cause de l'air frais. Qu'est-ce que vous en pensez? L'air frais, je ne sais pas. Peut-être que ça répond à une réalité, mais je n'en ai pas l'expérience. Par contre, en ce qui concerne la première question, Mohamed, c'était pour la première question. Ah oui, la première question, je ne sais pas si tu as remarqué au niveau de l'algorithme que je propose là, ce modeste algorithme. Au début, je l'avais travaillé avec la notion de PPC, pas PPC, tout ça. En fait, ça n'a pas d'importance. En fait, que l'on ait eu PPC ou que l'on n'ait pas eu PPC, le raisonnement est le même. L'action, en tout cas en ce qui concerne l'action sur le nez, elle est la même, elle répond à la même logique. Donc oui, bien sûr, lorsqu'on a un patient qui a un syndrome d'apnée obstructive et qui a un problème nasal, même s'il n'est pas traité par une PPC, bien sûr, lorsqu'il y a un problème nasal qui est cohérent, c'est-à-dire une obstruction qui est objectivée avec des conséquences qui sont réalistes, qui sont cohérentes, bien sûr qu'il faut avoir une action au niveau du nez. Mais là, je dirais qu'on le fait surtout chez ces patients-là, mais chez l'individu qui n'a pas de syndrome apnéique aussi. C'est un peu le même raisonnement. Madame Zahri, oui. Très bien, je vous félicite, Dr Mahmouli, pour cette excellente conférence. Juste, je vais revenir au type de respiration par rapport au fait qu'elle soit nasale ou buccale. Est-ce qu'il y a une certaine influence par rapport à l'âge? Je sais qu'il y a une prédisposition individuelle et il y a aussi le morphotype et le micro-environnement parfois qui influencent, donc anatomique, micro-environnement. Tout à fait. Alors, sinon, ma deuxième question, c'est justement par rapport au SAS modéré. Alors, justement, on reçoit beaucoup de patients à chaque fois pour exploration de la part de nos collègues ORL, mais on n'a pas suffisamment de retours. Je ne sais pas si vous avez une idée par rapport aux patients qui ont été déjà ventilés et la réponse est le fait de recuser une éventuelle intervention chirurgicale après la ventilation. Est-ce que vous avez des chiffres? Notre gros problème, c'est un sentiment personnel que j'ai, je ne sais pas si vous avez le même sentiment, ce n'est pas un constat pessimiste, hein, c'est une réalité, c'est que beaucoup de nos patients, il y a un parcours thérapeutique qui n'est pas, si vous voulez, qui n'est pas suivi. Hein. Ce sont des patients qui sont souvent laissés à eux-mêmes et je sais que, bon, on a un peu dans notre expérience un peu de tous les patients, mais il y a beaucoup de patients qui sont un peu laissés à eux-mêmes. Donc il faut un consentement éclairé, il faut leur expliquer qu'il faut qu'ils reviennent en consultation. On peut aussi avoir des situations où on est au départ dans une situation défavorable avec un masque oro-nasal et une ouverture buccale et que l'on améliore par la suite, etc. Alors, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à la bouche ouverte n'est pas forcément une conséquence obligatoire d'une obstruction nasale. On peut avoir une bouche ouverte, par habitude, on peut avoir une bouche ouverte à cause de problèmes maxillofaciaux, des problèmes odontaux qui font que la bouche est ouverte le soir. Donc c'est un problème qui est à prendre dans sa globalité. En ce qui concerne les chiffres, tu as demandé quels chiffres sur... C'est par rapport aux patients qui ont des SAS modérés. Oui. Et chez qui, bon, quand il y a un retentissement fonctionnel, enfin sur les symptômes, donc on est amené à les ventiler. Est-ce que c'est, notamment chez les patients qui ont un problème de filiale oropharyngée, est-ce que le fait de les ventiler, même si c'est un SAS modéré, fait reculer ou carrément abandonner l'éventualité d'une intervention ORL derrière? Non. Non. Bon, parce que ce que j'ai remarqué à l'ARAPTA, ce qu'on reçoit comme SAS modéré, oui, c'est plutôt les jeunes qui ont des problèmes d'amygdale, oui, bon, c'est les problèmes d'amygdale. Et que classiquement, on n'a pas la possibilité de les ventiler à travers les caisses de sécurité sociale. Dans mon expérience personnelle, les problèmes du SAS de l'enfant, lorsqu'il y a une hypertrophie des végétations et des amygdales, on a de très bons résultats en matière d'apnée. Les enfants sont complètement transformés. Maintenant, est-ce que chez l'adulte, lorsqu'on a un SAS modéré, un SAS que l'on a pareil, est-ce qu'il y a une évolution favorable sur l'obstruction nasale? Non, ce sont des phénomènes indépendants. L'obstruction nasale, elle peut retentir sur ce syndrome vulnérable qui est le SAS, mais le contraire n'intervient pas. Il faut résoudre le problème nasal. Il faut le résoudre.